On y va? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors. C'est bon, on commence. Oui. Ok. Chut. J'attendais le silence. Donc, je vais vous parler de la géopolitique du savoir, des migrations scientifiques internationales et de la relation entre la migration dite qualifiée et le développement. Enjeux politiques et économiques de ce qu'on appelle le brain drain en anglais pour les pays les moins avancés, c'est ce que je voulais dire pleinement. Je crois que le titre avait pour but quand même de vous donner envie de venir parce que dans le fond, on va rapidement parler de trois exemples de récupération des cerveaux en Colombie, au Brésil et en Inde. Ensuite, on verra pourquoi ou comment cela pourrait se faire au Mali ou pourquoi ça ne pourrait pas se faire. On va aussi parler rapidement de ce que j'entends par géopolitique. Pour le contexte, l'origine de nos interrogations, c'est sans doute le programme qui nous réunit tous ici, le programme Croissance Jeune, qui naturellement nous envoie vers des interrogations telles que ce que peut être notre apport au Mali à la fin de nos études. Donc la relation plus traditionnelle entre migration et développement fait l'objet de publications scientifiques sérieuses depuis 40 ans déjà, en France notamment. Et dans le cas de la migration qualifiée en particulier et le développement, c'est traité sous d'autres angles. C'est-à-dire que par exemple, les envois de fonds des diplômés sont censés être moins importants selon beaucoup d'études, dont qui est l'économiste de Lille, qui explique que parce que les migrants qualifiés sont plus individualistes, peut-être un individualisme qu'on acquiert durant la migration, ou parce qu'ils viennent plus probablement de familles aisées ou d'autres considérations de ce genre, ils vont avoir des rapports de remittances différents des autres, des foyers barrages et autres. Donc, les migrations scientifiques internationales incluent à la fois la mobilité des étudiants, la mobilité des chercheurs, des techniciens, de beaucoup de catégories. C'est tellement difficile à expliquer. Donc, c'est pour cela que j'ai prévu un point de précision terminologique qui consiste à vous dire à peu près ce que j'entends par ces abréviations-là qui font PHQ et tout. Là. Ce sont les personnes hautement qualifiées ou personnel hautement qualifié, migration qualifiée ou migration hautement qualifiée, qui nous viennent de la littérature anglophone et qui désignent selon les études, les diplômés de premier cycle, de licence, de master, de thèse, voilà. Encore sur mon contexte, actualité de cette problématique, comme j'ai dit, et ce qui est spécifique à la migration qualifiée, ce sont donc, on s'attend plutôt à des transferts de nature autre que matérielle notamment, c'est-à-dire qu'à l'exemple, à l'image du programme Top 10 dont a un peu parlé Yaya et sur lequel je reviendrai, ce qui est attendu des diplômés ou bien des personnes qui ont une grande qualification scientifique, c'est davantage des transferts dans les habitudes, des transferts de savoir à travers l'enseignement, à travers la création de formations dont on va voir un peu plus tard. Donc c'est une question un peu différente. Donc sur la petite histoire de la relation entre migration et développement, je vais dire des choses que j'ai déjà dites auparavant ici. La question de fuite ou de récupération naît à peu près au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on convient dans la littérature que la première occurrence de brain drain, qui signifie fuite des cerveaux, remonte à une publication de l'Académie royale des sciences au Royaume-Uni, qui voulait dire en 1953 que des personnels spécialistes de la médecine et de la santé, de la biologie, très qualifiés, étaient en train de quitter le Royaume-Uni pour les États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est seulement à partir des années 70 que la CEBUCED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, va prendre ce terme à son compte et dans une position très pro-tiers-monde, essayer de dire qu'il y a des inégalités internationales auxquelles il faut pallier. Et après, bien sûr, je vous dirai quelles sont les théories qui sont sorties de là. Donc, ma petite histoire de la présentation portera sur le Brésil, l'Inde, et sur le Brésil, l'Inde et sur la Colombie, merci beaucoup, la Colombie. Donc, des pays
qui, s'ils ne sont pas développés, vont quand même mieux que le Mali. Et donc la question suivante, c'est quid des pays sous-développés, clairement, pas en voie de développement, ou pays les moins avancés, parce qu'on peut être difficilement plus pauvre que le Mali. Donc il y a une politique de captation pour le Mali. Captation entendue comme cette politique de retour-là. C'est-à-dire que pour finir ma petite histoire de la fuite des cerveaux, un concept complètement abandonné aujourd'hui, encore pour des raisons particulièrement idéologiques, c'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 80, on se dit finalement, je sais pas, il n'y a pas que ce n'est pas un jeu où on perd forcément, c'est-à-dire que selon la façon dont on gère notre émigration, donc c'est-à-dire ceux qui sont partis, la façon dont on gère nos personnels qualifiés à l'étranger, on peut gagner dans la relation, ils ne sont pas obligés de revenir. Donc c'est la thèse à la mode depuis la fin des années 90 de parler de brain drain, dont les modes opératoires varient selon les pays. Il y a un chercheur indo-américain qui s'appelle Bhagwati qui a proposé une taxe en 1977 qui consistait pour les pays qui étaient vidés de ces ressources-là de se faire rembourser. C'est-à-dire que les États-Unis donneraient de l'argent au Mali parce que Mandela, j'ai vu nos physiciens et tout ça qui sont établis là-bas. Des choses qui ne vont pas marcher, bien sûr, et d'autres pays vont essayer la politique du retour, d'autres on viendra sur ça, je crois que. Donc voici mon plan. La question c'est, est-ce qu'on peut parler d'une géopolitique du savoir? Ensuite, pays en voie de développement et brain drain, donc la Colombie. J'ai mis un titre chic, ils veulent come back home. Ils vont obliger un peu les gens à revenir. Il y a la Colombie ensuite qui dit on ne peut rien contre cette hémorragie, donc essayons de les mettre en réseau. Donc il y a un système de réseau diasporique scientifique qui a essayé et qui ne marche pas. D'ailleurs, dans le cas du Mali, il serait intéressant de voir ce que peuvent donner les Mali Link, les Mali Watch, les MSAS et tout ça. Et maintenant pour l'Inde, j'ai dit Bangalore dans le titre, mais il y a aussi Hyderabad ou quelque chose comme ça, de nouvelles Silicon Valley créées par des diplômés indiens, spécialement des IT, voilà, qui sont revenus de Californie pour créer leurs entreprises. Et mon troisième point, c'est et nous alors dans tout ça? Il n'y a que l'ONU pour penser à nous. On peut voir la présentation il y a quelques mois, je suis tombé sur des cartes d'Arte. Et donc cette carte donne à voir. Et la raison pour laquelle je parle des flux étudiants ici, c'est que les chercheurs en économie ou en sociaux sur cette question conviennent que la majorité des migrants qualifiés, originaires du Sud, donc en particulier d'Afrique, qui sont dans les pays de l'OCDE, sont d'abord venus en tant qu'étudiants. Donc la question des étudiants est aussi celle de sa migration scientifique. Donc là, on peut voir sur cette carte faite par l'animateur du dessous des cartes que 21% des étudiants internationaux sont aux États-Unis, 1 sur 5. C'est-à-dire, on compte autour de 3,5 millions en 2010 selon les statistiques de l'UNESCO et de l'OCDE. Donc, la plus rapide, 700 000, j'ai calculé en 700 000 étudiants sont aux États-Unis. On en a 11% au Royaume-Uni, la France 8%, et on voit que le Japon aussi a pris beaucoup de voisins, coréens notamment. Ensuite, les pays d'origine de ces étudiants-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si en France, par exemple, les étudiants marocains sont les plus nombreux, autour de 34 000, juste devant les Algériens et les Chinois, autour de 22 000. Les étudiants les plus mobiles au monde sont bien les Asiatiques, et les plus grandes progressions récentes sont le fait des Chinois, qui sont la première population d'étudiants étrangers aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni. Et bientôt en France, ça va venir, ils sont plus de 20 000, il y a 2 000 Maliens, on en parlera. Désolé pour les Chinois. Alors, les étudiants africains, rapidement dans tout ça, selon un papier lu il y a quelques mois avant cette présentation, 9 étudiants africains sur 10 étaient dans un pays de l'OCDE en 1998-99. Et quelques années plus tard, donc les statistiques suivantes, c'est 2002-2003, ils étaient plus que 0,6. En Afrique, les étudiants africains dans la zone OCDE, 3,5%, ils sont passés jusqu'à moins d'1% en 2002-2003. Alors que dans la zone OCDE, ça n'a pas beaucoup bougé, c'était 89 et quelques, puis 89 et quelques. Donc, près de 9 étudiants africains sur 10 qui sont à l'étranger, qui étaient à l'étranger en 2002-2003, étaient dans un pays de l'OCDE. Bien sûr, ces statistiques sont à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que les étudiants maliens au Sénégal sont très peu comptabilisés, les statistiques des pays africains n'aidant pas beaucoup.
Et moi, en travaillant sur l'étudiant malien au Maroc, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on dit officiellement. Donc, officiellement, les 3 premiers pays de destination d'étudiants maliens, selon l'UNESCO notamment, il y a une carte dynamique qu'on peut voir. C'est d'abord la France, ensuite les États-Unis et le Maroc en ce moment. Ce qui ne correspond pas non plus à la réalité. Donc, les étudiants maliens à l'université française, très en détail, sans parler de ceux qui sont dans les grandes écoles dont vous êtes nombreux à faire partie. Donc, il y en a 2281 pour l'année universitaire 2012-2013, donc il y a 2 ans dans les universités. Par comparaison, donc, il y a 10 000 étudiants sénégalais dans les universités et 30 000 étudiants marocains en France. Donc, parmi les étudiants maliens en France, il y en a 500 en droit, 680 en sciences éco, 474 en lettres et sciences humaines, 450 en sciences et stats, 80, ok, je ne sais pas pourquoi elle dit tout ça. Et la proportion de femmes dans ce groupe-là, c'est 31% seulement. Ce qui est en baisse par rapport à l'année précédente où les étudiantes représentaient 34% des effectifs d'étudiants maliens en France. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Maintenant, on fait le point. Géopolitique du savoir. La question est de dire géopolitique en guillemets pour dire qu'on va répondre à cette question à la fin. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie géopolitique? Il y a des ouvrages dans ce sens qui disent que la compétition économique internationale, elle se passe via Internet, la sécurité informatique dont parlait quelqu'un, mais elle se passe également sur ce plan-là, c'est qui capte les cerveaux. Il paraît que dans les chercheurs en sciences et techniques aux États-Unis, près de la moitié sont d'origine asiatique. Même si beaucoup d'Indiens, on a l'expérience d'Indiens qui rentrent et de Chinois, il y a quand même beaucoup d'Asiatiques dans la recherche aux États-Unis. Donc, comment ça se manifeste? Encore la carte d'Après qui montre que les étudiants internationaux étaient 1,3 million en 90 et moins de 20 ans après, ça s'est presque multiplié par 3, il y a 3 millions. Aujourd'hui, je vous dis que c'est 3,5 millions ou un peu plus d'ailleurs. Donc, les 2 principaux organismes qui produisent ces données-là, c'est le CDE et l'UNESCO. Donc ça, c'est pour dire que en fait, l'internationalisation de l'enseignement supérieur, ce qu'on appelle l'internationalisation de l'enseignement supérieur, c'est à la fois l'augmentation des flux étudiants à l'échelle du monde, mais également la privatisation de l'enseignement supérieur dans la plupart des pays, puis une homogénéisation des systèmes qui veut que les gens, je ne sais pas, les réformes LMDE touchent toute l'Afrique très rapidement ensuite. Un enjeu économique. Donc, pour répondre à la question de cette géopolitique-là, il faut savoir que les pays comme l'Australie, mais aussi le Canada, ont des politiques très incitatives à l'endroit des étudiants étrangers. Et quand on sait les coûts de scolarité en Australie, l'Australie est passée, c'est seulement à partir de la fin des années 70 qu'ils ont commencé cette politique volontariste qui vise à accueillir un maximum d'étudiants. L'Australie est passée très vite 4e pays d'accueil au monde. Et ça représente beaucoup d'argent. Aux États-Unis, encore plus. Les États-Unis, je vous parlais de 700 000 étudiants pour des coûts de scolarité dans les écoles privées estimés en moyenne à 30 000 $. Ça fait beaucoup d'argent et ça se fait surtout du savoir et tout. Et c'est là que se joue aujourd'hui la compétition. Donc, le classement de Times Higher Education en 2010-2011 mettait dans le top 10. Voilà, on voit le top 10 des universités. Il n'y en a pas au sud du tout. Je ne sais pas ce que dit le classement de Shanghai des universités. Mais voilà, ça c'est le Times qui dit donc que le savoir est au nord du monde. Alors, la question stratégique qu'il y a dans cette compétition-là des universités et de la recherche et du savoir, elle peut se voir dans ce que fait la Chine en ce moment, qui a pour objectif à l'horizon 2020 d'augmenter ses dépenses, la part du produit intérieur brut dans la recherche et développement, le financement de la recherche et développement, jusqu'à combien? 2,5%, ce qui sera égal, comparable à la participation actuelle des États-Unis dans la recherche et développement. Donc, c'est peut-être l'occasion de répondre à la question et dire que c'est à la fois un enjeu politique, stratégique, économique et pour finir un enjeu de développement. C'est vrai que cette notion est très complexe de développement, on se demande ce que ça veut dire, mais je pense quand même qu'on peut tous convenir que ça renvoie quand même à la santé et à l'éducation, en plus de nourriture, bien sûr. Donc, la santé, 2 petites statistiques rapides, on en trouve partout. Selon cette étude lue aussi il y a très longtemps, 60% des médecins ghanéens des années 80 auraient quitté le pays. 60%. Plus d'1 sur 2. Et pour avoir côtoyé beaucoup de médecins maliens en cours de spécialisation au Maroc et qui ne sont pas sûrs d'accepter 140 000 francs CFA dans le public, on peut voir que peut-être que nous aussi, ça craint pour nous. Et en Zambie, la division, donc on a assisté à une diminution d'1 quart
enfin la division par 4, c'est une diminution de 75% de personnel médical de la Zambie sur une courte période que j'ai oublié de préciser. Maintenant, le second thème, c'était l'éducation et la recherche. Et on peut voir que, peut-être que ce n'est pas dit ici, le ratio enseignant-prof au Mali, c'est peut-être un enseignant, donc qui n'est pas forcément docteur en plus, pour 100 étudiants. Donc, c'est dire, alors que les ratios normaux, tels que définis par les organismes internationaux encore, qui nous disent comment faire, c'est 1 sur 1 pour 25. Et donc, c'est dire à quel point on est en retard. Donc, la population expatriée malienne, c'est une étude de Jacques Gaillard, de l'IAD, qui dit que 700 des cerveaux maliens, peut-être que les vrais top chercheurs en sciences et technologie, sur 3000, qui est le stock national, sont à l'étranger. Donc 700 sur 3000, c'est quand même beaucoup. Et donc le taux d'immigration du Mali, selon ce même palier, serait de 19,7%. Ça veut dire qu'un cerveau malien sur 5, pour un pays qui en a très peu, est à l'étranger. Je ne sais pas, on n'a pas de débat à faire sur la contribution, mais ça dit un peu quelque chose. Par comparaison, donc, je voulais vous dire que l'Angola, c'était plus de 50% de leur cerveau qui étaient à l'étranger. Pour l'Égypte, c'est moins de 5%. Et le truc que dit l'article est que les pays dont l'environnement institutionnel scientifique est très développé, ou bien intermédiaire par rapport au Mali, ont beaucoup de personnes étrangères, mais ça ne représente pas un très grand pourcentage du stock national de cerveau. Donc, ça les touche moins que les pays très très en retard comme le Mali. Donc, pour répondre à la question du 1, peut-être qu'on peut vraiment parler d'une géopolitique entendue comme une lutte géographique, peut-être dématérialisée ou virtuelle, pour le savoir. Maintenant, les 3 exemples pour lesquels, dont on voulait parler aujourd'hui, rapidement, le Brésil d'abord. Le Brésil, aujourd'hui, c'est 2% de la production scientifique mondiale, pour une population qui fait 2,5% aussi de la population. Donc, ça veut dire que leur participation est très bonne. Et leur pays est classé peut-être 13e à l'échelle mondiale je sais pas, des systèmes universitaires. Donc on assiste à une augmentation très importante parce qu'il y a quelques années encore, c'est-à-dire entre les années 80 et aujourd'hui, la production mondiale scientifique a été multipliée par 2, mais celle du Brésil par 10. Ça veut dire qu'ils ont pris beaucoup d'avance par rapport à d'autres qui ne faisaient pas grand-chose. Et au Brésil, il y a près de 6 millions d'étudiants aujourd'hui. Par comparaison, il y en a 2,5 millions en France. 2,5 millions. Ouais, et voilà. Donc, on a créé dans les années 50 au Brésil cette CAPES-là, qui n'est pas le concours en France, mais la coordination de perfectionnement du personnel. Okay. Et donc, cette structure-là octroie des bourses d'études à des étudiants de tous les niveaux. Et il y a un programme en particulier pour les chercheurs en sciences, ça s'appelle Sciences sans frontières. Et parmi les conditionnalités de retour dans ce cas-là, c'est le remboursement intégral de tous les frais de scolarité en incluant les billets de retour et tout ça. Je ne sais pas si c'est ce qui marche, mais là, c'est juste une observation faite auprès de quelques doctorants brésiliens autour de moi. Ils sont convaincus qu'ils veulent rentrer, qu'ils ne veulent pas avoir de problème, parce que si tu ne payes pas, je ne sais pas comment ils font, mais ça semble marcher. Peut-être qu'ils ne rentrent pas seulement à cause de cette exigence, mais comme vous aussi, vous avez des engagements de la même nature, ça pourrait vous parler. Donc, dans les années 70-80, ces Brésiliens qui ont été formés dès les années 50 en Europe et en Amérique du Nord sont retournés chez eux et ont beaucoup contribué à la promotion de la recherche. Donc, dans le cas du Brésil, je parle surtout de la recherche scientifique parce qu'il y a l'exemple de la Colombie où c'est la recherche, la politique et aussi l'entrepreneuriat. Et la Colombie a connu des crises économiques dans les années 70. Politiques aussi, et qui ont fait qu'une bonne partie de la population est sortie. Non, plutôt d'ailleurs avant les années 70. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, on parle de 8% de population expatriée colombienne. Donc, ils ont dû se dire, OK, bon là, on ne peut rien pour ceux-là qui sont partis. En revanche, on peut les mettre en réseau. Et les mettre en réseau, le but, c'est de créer des plateformes électroniques, comme si ça commence dès 92, alors que l'Internet n'était pas aussi répandu que ça. Le but est de les mettre en relation et d'espérer que les scientifiques colombiens du monde entier puissent faire des publications ensemble. Bon, le bilan pour faire court, c'est que ça ne marche pas et tout. Et c'est devenu une plateforme comme toutes les plateformes qu'on connaît, qui ont pour but des rencontres scientifiques qui finissent par être le cadre de manifestations politiques, de critique du pouvoir et peut-être même d'autopromotion et tout. Et donc, le premier qui s'appelait Red Caldas, ou réseau Caldas, n'a pas marché. Il a évolué il y a quelques années en Redes Colombia, pour dire les réseaux Colombie. Et on attend de voir, on ne peut pas tout de suite juger, mais on peut miser que ça ne marchera pas. Et le troisième point, c'est l'Inde, donc.
Et là, c'est l'exemple d'un endroit où on investit dans le domaine de l'entreprise, l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies. Haïti, je ne sais pas, c'est quand même quelque chose comme ça. Et là, ce qui marche, c'est qu'il y a un programme de bourse dont je ne connais pas le nom et qui fait que des scientifiques indiens, en particulier aux États-Unis, sont obligés de repartir chez eux au maximum 6 ans après l'obtention de leur diplôme. Et selon les travaux d'une américaine, Suzanne Epstein, ça semble marcher. Mais je ne sais pas, ce n'est pas la seule raison. C'est ce que je vais dire en conclusion à peu près, que les ressorts de ce retour-là se trouvent dans les structures même de l'organisation institutionnelle d'un pays. Ce n'est pas parce qu'on va créer un labo et tout. C'est plus complexe ou plus facile. Pourtant, au début, dans les années 70, les Indiens craignaient beaucoup que leurs étudiants étrangers ne reviennent pas. Finalement, ils sont revenus. Ce qui me fait penser, donc, j'ai dit que les craintes se sont dissipées, ce qui me fait penser peut-être que nous aussi craignons, parce que tout le monde veut rester 2-3 ans, peut-être que dans 10 ans, il y aura beaucoup de cerveaux maliens en retour. Donc, les villes dont je parlais, c'était Bangalore et Hyderabad, qui sont de vraies Silicon Valley nouvelles, c'est-à-dire le creuset de grandes entreprises en nouvelles technologies. Et voilà, j'allais dire ici à ce point que tous ceux qui travaillent ici pourraient témoigner de leur collaboration avec l'Inde, où ils... je ne sais plus comment dire ça. Donc, mon point sur le Mali, rapidement, bilan et perspective, on en a beaucoup parlé, donc pas grand-chose à dire. Hein. Jusque-là, on n'a pas eu l'idée nous-mêmes même la politique nationale migratoire du Mali est en cours d'élaboration depuis 2008, et donc il y a une petite crise assez traditionnelle, petite ou grande, et qui fait que jusque-là, on n'a pas quelque chose. En revanche, ce qu'on a fait, c'est ce que le PNUD nous a proposé. Donc, le Mali, tout comme l'Afghanistan ou le Niger, ont entendu que le PNUD leur dise comment faire pour faire intervenir de façon ponctuelle les scientifiques expatriés. Donc, ça s'appelle Top 10, un cycle en anglais dont je vous ai parlé le contenu. Et le bilan du Top 10 jusqu'en 2008, ce sont 450 missions d'enseignement et de recherche, 3 thèses, principalement à la FAST, l'encadrement de beaucoup d'étudiants en thèse en sciences et techniques. Peut-être c'est encore en cours à l'heure de ce bilan écrit, et surtout la création de nouvelles formations, dont maths informatique appliquée à la gestion d'entreprise à l'UG, ou un master de géographie urbaine à l'ISPA de Bamako, j'imagine. Et voilà. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on va faire désormais? Un focus sur la recherche, le sort des IT ou bien l'agriculture ou l'entreprise. Encore une fois, par exemple, dans le cadre de ce programme, toute l'attention a été mise sur l'enseignement supérieur, alors qu'on pouvait aussi, d'ailleurs, la deuxième phase du Top 10, qui est déployée depuis 2010, je pense, 2010-2014, va mettre l'accent sur les PME, PMU et l'agriculture. Donc, où est-ce qu'on met la priorité? Qu'est-ce qu'on peut vraiment réussir? Et est-ce que les réseaux maliens aussi de recherche peuvent fonctionner? Où est-ce qu'on en est, bien ça, du Mali Watch? En fait, je ne répondrai pas à cette question des réseaux, je ne sais pas du tout. Mais c'est peut-être l'objet du débat qui viendra. Voilà, conclusion. Je pense que le mot géopolitique est le terme approprié. Les effets des politiques du gain, les politiques du retour, les politiques de la captation des cerveaux varient en fonction des pays. Ça varie parce qu'il y a une sorte de cercle vertueux, je ne sais pas, de relation circulaire. C'est-à-dire que tout le monde convient que les Indiens repartent parce que leur pays commence à aller mieux. Les Chinois aussi se mettent dans l'économie, donc tu repars. Au fond, il faut que ça commence quelque part. En fait, ça vaut pour tout, ça vaut pour l'éducation. On a l'impression aujourd'hui que rien ne marche. Et la vérité est qu'il faut qu'une première chose, je ne sais vraiment pas. Donc il faut qu'on réussisse quelque chose pour donner envie aux gens de partir. Et pour finir, donc, je pense plus profondément qu'il s'agit il y a la nécessité d'avoir une vraie vision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer les gens faire informatique et tout. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire d'abord. Il faut penser à très long terme. Je crois que le programme au départ devait former des planificateurs et tout. Il faut vraiment des gens qui ont une vraie vision, quoi. Et donc se connaître, genre. Donc, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a